Bonjour et bienvenue au lancement d'Odyssée numérique, un jeu sérieux sur la compétence numérique. Que vous soyez enseignant ou enseignante universitaire, bibliothèque, personne professionnelle au service à la vie étudiante ou encore en soutien à la réussite des personnes étudiantes, ce webinaire est pour vous. Pour cette activité, nous désirons vous présenter le jeu sérieux ainsi que les ressources complémentaires proposées pour favoriser le soutien à la compétence numérique de vos étudiants et étudiantes, mais ainsi que la vôtre. Nous souhaitons que cette activité vous convaincra d'intégrer Odyssée numérique dans vos pratiques pédagogiques. Prêts et prêtes pour cette envolée? Avant de débuter, permettez-moi de vous présenter l'équipe qui vous accompagnera dans ce lancement qui sort de l'ordinaire. L'équipage est constitué de Patrick Plante, professeur en technologie éducative et formation à distance à Université TÉLUQ. Pablo Castel, chargé de projets technopédagogiques au Carrefour d'innovation et de pédagogie à l'Université du Québec à Montréal. Émile Brodeur, gestionnaire de studio Lucid Tales. Guillaume Desjardins, professeur au département de relations industrielles et ressources humaines à Université du Québec en Outaouais. Marie-Michelle Lemieux, agente de recherche à la direction du soutien aux études et des bibliothèques aux universités du Québec. Véronique Mire, conseillère au service aux étudiants à l'Université du Québec à Trois-Rivières et sera aussi aux commandes de la section clavardage pour vous rappeler les consignes et gérer vos questions. Finalement, moi-même, Nadia Villeneuve, bibliothécaire à l'Université du Québec à Chicoutimi, qui s'assurera du bon déroulement de cette odyssée. Tout le travail présenté aujourd'hui n'aurait pas pu prendre son envol sans la participation de plus d'une trentaine de membres qui ont œuvré à la réalisation du jeu sérieux. Ces membres proviennent de 10 établissements du réseau de l'Université du Québec. Ils et elles sont membres du corps professoral, enseignants, spécialistes en pédagogie et technopédagogie, bibliothécaires, membres du personnel de recherche, professionnels au service aux étudiants, ainsi que programmeurs à la TÉLUQ. Ont également participé et été impliqués 2 studios de jeux vidéo, soit 6 personnes de Lucid Tales Studio pour réaliser le jeu, ainsi que 2 membres de Devil Studio qui ont assuré la portabilité du jeu et les applications Android ainsi que iOS. Pour cette courte escapade, nous vous proposons une présentation du jeu sérieux ainsi qu'une démonstration d'Odyssée numérique. Une brève excursion du côté de l'appréciation étudiante sur ce jeu, évidemment. Une explication du parcours réalisé dans les dernières années pour arriver à notre destination. Un survol des perceptions de notre équipage aux commandes de la conception du jeu vidéo, du jeu sérieux. Une présentation des ressources pédagogiques inhérentes au jeu et au soutien à la compétence numérique. Puis, cette aventure prendra fin par une période de réaction, questions et commentaires de votre part. Pour colliger vos questions, nous vous invitons à utiliser la zone de clavardage ou encore vous pourrez lever la main vers la fin de l'activité et nous vous donnerons la parole. Évidemment, l'enregistrement de l'activité sera disponible sur la page web de l'Université du Québec et nous vous fournirons le lien dans le clavardage. Alors, bonne envolée! Je laisse maintenant la parole à notre équipe de pilotage qui vous fera un peu travailler. J'invite Guillaume à prendre la parole pour vous poser quelques questions. Donc, je vais avoir 3 petites questions à vous poser, question de vous dégourdir un peu à ce matin. Donc, selon l'Association canadienne du logiciel et du divertissement, ADL, dans un rapport qu'ils ont publié en 2022, selon vous, quel est l'âge moyen des personnes joueuses au Québec?
vous laisser quelques temps pour répondre. Et voilà. Donc, la majorité des gens ont dit 26 ans. Eh bien, c'est avec 37 ans. Les joueuses et les joueurs québécois sont les plus jeunes au Canada. Donc, l'âge moyen des personnes joueuses est de 37 ans au Québec. Deuxième question, quelle est la proportion des personnes joueuses selon leur genre au Canada? Donc ici, peut-être juste spécifier, c'est à noter que les chercheurs, ça a été le choix des chercheurs de ce rapport-là d'utiliser l'approche dichotomique pour exprimer le genre des personnes, et donc ça sera hommes et femmes ici. Ah, donc certains croient que c'est plus les hommes. Eh bien, en moyenne, il y a parité entre les personnes de genre féminin et masculin selon ce rapport-là, en ce qui concerne le jeu vidéo. Donc, c'est 49% hommes, 51% femmes. Finalement, troisième question. D'après vous, combien d'heures par semaine jouent les Canadiens en moyenne? Et voyons voir. Donc, majorité à 7,9 heures. Effectivement, en moyenne, les Canadiens jouent 7,9 heures par semaine. Et c'est à noter que pendant la pandémie, la moyenne était de 9 heures par semaine. Merci, Guillaume. Alors, des données très intéressantes. Maintenant, j'inviterai Patrick et Marie-Michel à se joindre à moi pour vous exposer les 4 piliers du jeu et ses fondements. Merci, Nadia. Donc, pour le premier pilier, j'aimerais, Patrick, que tu nous expliques un peu pourquoi avoir choisi de créer un jeu sérieux pour développer la compétence numérique. Merci, Marie-Michel. C'est effectivement une bonne question. Il y a plusieurs raisons. La première raison, c'est une façon de rejoindre une large population qui n'était pas homogène, donc qui n'était pas captive là, dans un cours. Donc, il fallait trouver une façon de motiver les étudiantes et les étudiants à s'engager dans une activité qui n'était pas obligatoire, une activité pédagogique. Donc, on a pensé que le jeu sérieux, ça serait une forme intéressante. Donc, c'est une forme active d'apprentissage qui vise à susciter la motivation, ce qu'on avait besoin pour l'activité. Donc, le jeu Odyssée numérique propose un environnement où il n'y a pas de danger réel. Donc, si vous l'essayez, vous allez voir, vous n'avez pas 3 vies, là, il n'y a pas de danger. Donc, les erreurs, c'est des occasions d'apprendre, mais il faut quand même les surmonter pour avancer dans les missions, dans les missions que vous avez dans le jeu. L'aspect sérieux, donc l'aspect pédagogique du jeu, vous allez voir que c'est pas un divertissement. Là. Ça porte vraiment sur la mobilisation et le développement de certaines dimensions de la compétence numérique. Et l'aspect du jeu, l'aspect ludique, lui, effectivement, il y a plusieurs mécaniques qu'on a utilisées. Il y a des règles, bien entendu, il y a des actions et des rétroactions, ce qui est très important pour l'apprentissage et la stimulation. Ça tient compte aussi de la progression des joueurs. On va le voir plus tard, là, on a développé un module de progression pour savoir à quel niveau là, vous vous êtes confronté aux différents aspects de la compétence numérique. Et surtout, on veut que ça soit le jeu aide à motiver et que ça soit aussi engageant pour la personne joueuse. Merci, Patrick. Maintenant, je me tournerai vers toi, Nadia, pour que tu puisses nous expliquer, là, lorsqu'on présente le jeu, on mentionne qu'un des piliers tient sur l'exploration d'un nouveau monde. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce qui nous attend dans ce jeu-là? Oui, tout à fait. Bien, le jeu met en scène la situation où la personne étudiante est retenue par son département universitaire pour réaliser un stage en sciences interstellaires qui se déroule sur Solercia, une planète nouvellement découverte. Il s'agit d'un monde où les végétaux et les minéraux réagissent pas comme sur la Terre. Donc, les environnements ou les biomes qu'on appelle sont des beautés envoûtantes, mais cela ne doit pas vous détourner ou du moins pas trop longtemps de vos objectifs de recherche. Donc, la personne sera accompagnée de Copernic pour l'aider dans la réalisation des missions.
Ça me semble vraiment intéressant. Quel type de missions, justement, seront à réaliser une fois qu'on arrive sur Solercia? On va avoir 3 biomes dans lesquels les missions vont se dérouler. Donc, c'est varié puisque les milieux ainsi que les propriétés des planètes et des roches changent constamment. Les missions scientifiques ont 2 objectifs principaux. Donc, le premier objectif est de trouver des informations scientifiques qui pourraient aider à régénérer les écosystèmes de la Terre, hein. Et le deuxième objectif est celui de parfaire les connaissances et les habiletés liées à la compétence numérique. Donc, ça a un lien très intéressant. Justement, Patrick, saurais-tu nous expliquer comment ce monde imaginaire nous permet de soutenir le développement de la compétence numérique dans la vie réelle de nos personnes étudiantes? Oui, ben assez simplement, les actions que vous devez mobiliser puis développer dans le cadre du jeu, ben, sont associées à la compétence numérique. Et puis, c'est sur cette base-là qu'on pense que c'est transférable. À titre d'exemple, si vous devez chercher de l'information dans le jeu, ben, vous devrez aussi évaluer la fiabilité scientifique et la crédibilité des articles. Et puis ça, ben, que vous soyez dans le jeu ou dans la vraie vie, c'est la même action que vous devez faire. Donc, de ce point de vue-là, on pense que le jeu a plusieurs transférabilités possibles. Bien, merci à vous deux. Et sans plus tarder, j'espère que vous êtes aussi nerveuse que moi, nous vous proposons une brève excursion dans Odyssée numérique. Donc, je serai votre guide, là. C'est pas enregistré d'avance, donc je vais essayer de bien faire ça. Donc, il y a une inscription pour le jeu. L'inscription, on va le voir, c'est la même là, que sur le site Internet. C'est la même que dans le jeu. Lorsque le jeu débute, vous devez choisir votre apparence. Donc, il y a plusieurs choix qui sont possibles. On démarre dans le centre de recherche. On va y revenir à la fin. Donc, quand on sort du centre de recherche, bon, il y a un bel environnement, mais vous devez choisir les missions. Donc, mais c'est pas écrit là, choisis une mission. Donc, il y a le petit robot Copernic, le petit droïde qui nous dit quoi faire là, si on ne sait pas quoi faire. Donc, oui, là, je pense qu'il y a un petit problème de qualité. Est-ce que ça va? Est-ce que vous entendez le son? Ça va? Moi, je t'entends bien, Patrick. OK, ben je continue comme si rien n'était. Alors, une fois que vous avez la mission, ben, Copernic va vous dire d'aller à votre vaisseau. OK, donc, dans le jeu, là, le petit droïde est là pour vous aider si vous ne savez pas quoi faire. Donc, quand on prend le vaisseau, à partir du centre de recherche, on va aller dans un biome particulier puisque vous avez une mission. Dans le cadre de cette mission, c'est de trouver les ingrédients pour créer un insecticide qui va aider à résoudre un problème sur la Terre. L'environnement est très, très beau. Il y a des fruits, il y a des champignons, il y a des gemmes et vous devez trouver les bons ingrédients pour faire des recettes afin de résoudre le problème. Donc, c'est votre mission. Par contre, si vous regardez comme ça, là, vous pouvez ramasser bien des objets, mais ça ne donnera rien. Donc, il faut prendre notre intranet, notre petit ordinateur pour faire de la recherche. Et c'est là que c'est transférable avec la vie réelle. Donc, il faut y aller par mots-clés. Donc, on trouve plusieurs types d'informations. Il y a de l'information douteuse, il y a de l'information commerciale, il y a de la vraie information scientifique. Donc, il faut être capable de faire la bonne recherche là, à travers ça pour trouver les bons ingrédients et les bonnes informations qui vont nous aider à trouver les bons ingrédients. Et on a un thésaurus, là, si la couleur cyan, ça vous dit rien, là, vous pouvez le savoir de cette façon-là. Quand on retourne dans le jeu, les informations qu'on a consultées, ben, on a la possibilité de les partager, ben, l'obligation de les partager. Donc, on peut les partager sur différents réseaux sociaux. Ça vous donne des points et ces points-là, ben, ça permet finalement de débloquer des nouveaux environnements, par exemple, des nouveaux biomes dans l'environnement de jeu. Donc, quand vous avez des ingrédients aussi, ben, ces ingrédients-là peuvent servir aussi à avoir débloqué certains obstacles, comme ici, on avait une roche là, qui ne fait pas partie du défi en tant que tel, mais que vous devez faire exploser pour atteindre le bon ingrédient. Conseil de joueur, je vous recommande de toujours prendre 2 ingrédients parce que ça peut arriver qu'on en perde un en cours de route et on a de la place là, dans nos poches, on a de la place pour 5 ingrédients. Lorsque vous avez vos bons ingrédients, il faut trouver la bonne recette, donc qu'on a trouvé sur notre intranet, comme ici, il faut faire cuire les éléments qu'on a trouvés. Et puis là, on a une banane verte fumigène là, qui apparaît. Donc, on a trouvé notre bon ingrédient. On doit retourner au vaisseau spatial pour l'apporter au centre de recherche.
Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un jeu génératif. Donc, vous pouvez jouer 1 million de fois, ça ne sera jamais les mêmes recettes, les mêmes ingrédients. Même si vous devez trouver une recette pour une banane fumigène, ben ça sera pas du tout la même recette. Donc, on ne peut pas se servir sur ce qu'on a fait avant. De retour au centre de recherche, ben, vous devez diffuser vos résultats de recherche selon un public cible. Comme ici, il y a un public cible, mais maintenant, on en a 2. Et donc, dans le centre de recherche, on a plusieurs façons de diffuser. Ça peut être par balado-diffusion, par vidéo, par présentation PowerPoint, par infographie, par article scientifique. Et plus que vous êtes proche de la cible, bien entendu, bien plus que vous avez de crédits, là. Alors voilà, c'est un panorama quand même assez rapide du jeu, mais ça vous montre un peu un tour là, de la mission jusqu'à la diffusion des résultats. Et il y a plusieurs environnements disponibles, il y a différents obstacles qui sont disponibles aussi. Donc, ça permet vraiment là, d'avoir une bonne idée là, de la mise en place de la compétence numérique. Merci, Patrick. Oui, notre présentation est assez lourde. C'est pour ça qu'il y a des fois des petites parties qui sont pixelées. On s'en excuse. Qu'elles soient des personnes utilisatrices ou testeuses, nous avons recueilli quelques commentaires pour illustrer l'expérience d'Odyssée numérique. Alors, les voici. Ben, je dirais que c'est un bon jeu d'exploration scientifique. D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé quand on clique sur un auteur et quand on voit les articles, il y a des références en dessous. Je trouvais que ça faisait très académique, de vraies recherches. J'insiste sur le fait que le jeu cherche à nous sensibiliser sur l'esprit critique, la méthode scientifique, l'écologie et nos rapports aux réseaux sociaux. Ce sont des enjeux totalement pertinents dans le monde que nous vivons actuellement. Oui, c'est vraiment le fun. Parce que c'est pas juste un wiki où tout est sur neutre et tout est acte de vérité. Voici des infos, faits et recherches. Ce qui nous pousse justement. Je trouve vraiment que la partie la plus plaisante est l'intranet parce que c'est là que tu testes. Ok, là je peux naviguer entre les hyperliens, je trouve un mot, je vais aller le chercher. C'est vraiment là que tu fais le plus d'interactions à la seconde. Ton cerveau, il catch. Une des premières choses qui m'a marqué quand je suis arrivée dans le jeu, c'était genre, waouh, c'est un beau jeu. J'aime bien le style visuel, c'était vraiment cool. Donc, j'inviterai de nouveau Patrick et Marie-Michel à nous expliquer les grandes lignes du parcours réalisé dans les dernières années pour arriver à notre destination. Quels seraient les éléments déclencheurs qui ont mené à ce projet innovant, Marie-Michel? Bien, en fait, Nadia, pour répondre à la question, faut se reporter ou revenir en contexte de pandémie, alors qu'on cherchait vraiment à sensibiliser les étudiants, les personnes étudiantes à l'importance de développer leurs compétences numériques, pas seulement sur le plan de la dimension technologique, mais bien sur l'ensemble de ces dimensions, notamment par rapport à leur apprentissage, mais également là, pour bien les sensibiliser. Donc, on cherchait une façon qui allait les rejoindre, donc une façon qui allait être attractive, si je peux me permettre, pour éviter, bien sûr, là, pour les attirer, bien sûr. Donc, ce qu'on a décidé de faire, en fait, c'est la création d'un jeu vidéo se voulait une façon pertinente selon nous. C'est ce que nous avons exploré. Puis ça permettait à travers tout ce projet-là d'exprimer l'engagement de l'Université du Québec envers le cadre de référence de la compétence numérique. Et comme je le mentionnais, là, c'est 12 dimensions. Merci. Donc, la conception de jeux sérieux en milieu universitaire n'est pas tellement fréquent. Comment avez-vous pris l'idée pour assurer la planification de cette ressource pédagogique? On a été bien aidés. En fait, le projet a été propulsé d'abord par le Fonds de développement de l'enseignement à distance de l'Université du Québec. Ça nous a permis, dans un premier temps, de mobiliser des personnes expertes professionnelles des 10 établissements du réseau de l'Université du Québec, qu'elles soient, tu les as nommées plus tôt, Nadia, bibliothécaires, professionnels au service aux étudiants, professionnels de recherche, enseignants, chercheurs, professionnels en pédagogie, en technopédagogie. Donc, on a réussi à aller chercher ces personnes selon leur intérêt, mais surtout selon leur expérience de terrain et leur expertise pour nous permettre d'aller traiter plus en profondeur
différents champs qui étaient pour la plupart d'entre nous un peu inconnus aussi. Concevoir un jeu vidéo en contexte académique, et comme tu l'as mentionné, c'est pas nécessairement évident, ça court pas les rues, pardon. Donc, avec l'ensemble des personnes qui étaient présentes, une équipe assez nombreuse, on a pu creuser en sous-comités, différents sous-comités, différentes thématiques. Donc, on s'est concentré d'abord sur le choix de la technologie qui allait être utilisée. On s'est concentré sur les scénarios pédagogiques qu'on voulait bien mettre voir vivre dans le jeu. Ensuite, il y a eu toute une section là, qui portait sur le game design. Donc, comment on allait pouvoir assurer cet équilibre entre le jeu vidéo et l'aspect pédagogique de notre jeu. Également, des sous-comités se sont intéressés à aller documenter quels seraient les profils des personnes joueuses et quelle pourrait être là, leur progression dans le jeu. Et finalement, bien, on avait aussi un sous-comité qui, lui, était dédié à aller valider auprès des personnes ciblées, donc nos personnes étudiantes, donc par différents types de consultations pour s'assurer que notre jeu réponde bien aux besoins. Puis c'est au terme de ce plan de travail plutôt académique qu'on a invité un étudiant de l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue à joindre à nous pour un peu valider ce qu'on allait faire. Et bien, ça a été un bon moment. Il est arrivé à un très bon moment parce qu'il nous a permis là, de réaligner un petit peu le travail là, par rapport à la réelle conception de jeux vidéo. Bien, merci beaucoup, très intéressant. Maintenant, Patrick, Odyssée numérique se veut à la fois ludique et sérieux, ce qui peut être un peu, disons, difficile à combiner. Comment avez-vous assuré cet équilibre entre les deux? Ça a été rendu possible là, de prime abord grâce au financement là, du gouvernement du Québec. Donc ça nous a donné vraiment un gros coup de pouce et ça a ouvert aussi les possibilités. Donc, c'est dans ce contexte-là que, grâce à ce financement-là, qu'on a pu travailler avec une coopérative de travail là, en conception de jeux vidéo. Donc, ça nous a vraiment aidé. On a travaillé de belle manière avec cette équipe-là qui comprenait très bien l'objectif du jeu. Donc, on a travaillé en solidarité. On a eu beaucoup de rencontres. On a eu beaucoup de sprints. Et ils nous ont vraiment aidés là, dans les discussions à avoir cet équilibre-là entre le côté ludique et le côté pédagogique. Et tout en gardant en tête que ce jeu-là est fait pour un objectif pédagogique, mais il faut que l'aspect ludique soit vraiment présent aussi, puis que ça soit plaisant de jouer. Sans ça, les gens vont perdre leur motivation. Donc, ça a été une année, là, je dirais 2022 jusqu'à aujourd'hui de grande production. Il y a eu l'identification des dimensions du jeu et des différents éléments, l'équilibre entre le ludique et l'académique, ce dont je viens de parler, des conceptions complexes. Avec des décisions déchirantes à prendre, l'apprentissage implicite aussi au cœur du développement, puis d'assurer une complémentarité pédagogique aussi. Donc, ça a été toute une année, là, 2022-2023, et puis ça a été rendu possible grâce à Lucid Thèse là, qui a travaillé avec nous là, dans la recherche de cet équilibre-là entre l'aspect ludique et l'aspect pédagogique. Ainsi qu'un magnifique visuel. Donc, comment avez-vous vous êtes-vous pris pour assurer que le jeu reconnaîtrait les attentes de la population étudiante et universitaire? Donc, pour être capable de les atteindre, Oui, c'est une bonne question, puis c'était très important parce que, on l'a dit au début, hein, c'est pas une population homogène, là, les étudiants universitaires. Donc, il fallait les impliquer dès le départ. Et on les a impliqués de plusieurs façons. Oui, on a engagé des étudiants, bien entendu, mais on a aussi consulté de différentes façons les étudiants. À titre d'exemple, on a eu 2 groupes de discussion en 2021. On a eu une expérimentation du jeu aussi, un test utilisateur du jeu avec différents commentaires. Puis ça, on a eu plusieurs boucles de rétroaction là, pour améliorer le jeu et voir comment accommoder les étudiants, qu'est-ce qui voyait aussi qui causait problème ou qui était très intéressant. Puis on a eu aussi des sondages aussi, surtout au début et plus tard, pour vérifier certaines théories, certaines questions qu'on avait par rapport, par exemple, au visuel du jeu. Donc, je dirais que dès le début jusqu'à tout récemment, les étudiants ont été consultés, ont été présents aussi avec nous tout au long du développement. Merci, Patrick. Donc,
Odyssée numérique est le fruit d'une collaboration de membres du personnel enseignant et professionnel provenant de tous les établissements du réseau de l'Université du Québec, ainsi que de l'implication de 2 studios de jeux vidéo et de la collaboration de personnes étudiantes. Donc, c'est ce qu'on peut conclure. Justement, nous accueillons Émile Brodeur, qui est gestionnaire du studio Lucid Tales, pour nous livrer un survol des perceptions et comment ça s'est déroulé aux commandes de la conception du jeu sérieux. Alors, Émile, saurais-tu nous dire un peu davantage par rapport à tout ça? Absolument. Je vais essayer d'être bref parce qu'il y a quand même énormément de choses à dire. On a travaillé ensemble pendant 1 an et demi à peu près. Ceci dit, je pense que, tu sais, Patrick l'a mentionné tantôt, puis il y a une considération de design pédagogique puis de faire du jeu sérieux qui est super complexe puis dont je vais parler sous peu. Mais je vais commencer par parler de l'équipe, en fait, parce que je trouve qu'on avait vraiment une équipe qui était super appropriée pour le projet. C'est-à-dire qu'on avait une équipe avec un background universitaire, autant d'étudiants, donc on est majoritairement bacheliers, mais aussi on a une équipe qui est majoritairement enseignante. Donc le design pédagogique, ça nous connaît quand même. Fait que de transmettre des connaissances à travers le jeu, ben, ça rejoignait des intérêts que beaucoup de membres de l'équipe avaient. Tu sais. Puis c'est ça. Puis au final, on est aussi une équipe qui, comme ben, vous l'avez vu, on est multidisciplinaire, on est autonome. Fait que ça nous a permis vraiment d'avoir tout le développement du jeu à l'interne, puis de donner un produit qui est constant au final. Au niveau du jeu, donc il y a beaucoup d'enjeux, évidemment. Le fait que c'est un jeu qui est super expérimental, donc on est dans des dynamiques de jeu qui sont peu explorées, on est dans un intranet donc qui amenait beaucoup de complexité, donc il fallait reproduire un moteur de recherche, mais il fallait que ça soit intuitif, mais pas trop, parce qu'il fallait qu'il y ait du défi là, au final, il fallait que les gens apprennent à faire de la recherche avec des outils plus limités. Et il y avait aussi ce souci-là de compétences transversales, donc c'est que tout ce qu'on faisait dans le jeu, en fait, qu'il y avait une partie de ce qu'on faisait dans le jeu qui devait être très proche de la réalité. Fait que c'est des considérations de design de jeu qui ont amené beaucoup de complexité, mais qui ont au final fait un beau défi, puis je pense la richesse du jeu en tant que tel. Pardon. Sinon, c'est ça, comme on l'a mentionné, donc on fait un jeu sérieux, c'est un jeu qui veut pas, doit compétitionner avec les autres jeux. Fait autant au niveau esthétique, il fallait qu'on ait une direction artistique qui était agréable, qui était plaisante au regard. Mais même au niveau de la jouabilité, il faut qu'il y ait un aspect plaisant, il faut qu'il y ait un aspect ludique, il faut qu'il y ait un aspect jeu réellement. Donc, faut pas juste que ça soit un tutoriel glorifié au final. Puis ça, c'est un des trucs qu'on a amené tôt dans le projet. Parce que des jeux sérieux comme le Odyssée numérique il y en a pas vraiment. Donc, c'est vraiment un jeu unique en son genre de par ses considérations, je pense. Je pense qu'on avait vraiment une intersection de personnes qui avaient des considérations importantes, donc autant au niveau académique qu'au niveau ludique. Puis ça, au final, c'était un des défis du jeu, c'était de concilier l'académique et le ludique, mais on a eu beaucoup de communication avec entre autres avec Marie-Michel, avec Patrick, avec le comité de design, pour s'assurer qu'on soit capable de prioriser l'essentiel. Donc, on s'est arrêté sur, en premier, des compétences numériques spécifiques, surtout culture informationnelle, ce genre des compétences qui tournent beaucoup autour de ça, parce que c'est des compétences qui avaient été soulevées en sondage. Puis, on a construit le jeu autour de ces compétences-là, puis ensuite, on a bâti en jalon autour de cette base-là, donc avec toujours les compétences numériques au cœur de nos considérations. Je pense que c'est vraiment ce qui fait que c'est un projet et un produit très unique en son genre au final. Merci beaucoup, Émile. Plaisir. Alors, pour assurer un atterrissage réussi d'Odyssée numérique dans les pratiques pédagogiques, nous proposons diverses ressources complémentaires à la fois pour les personnes étudiantes et pour les personnes en enseignement. Patrick nous présentera les ressources pour les personnes étudiantes, puis Pablo présentera le guide pédagogique pour les personnes en enseignement universitaire. Oui, ben on a plusieurs ressources pour les personnes étudiantes. On a développé un site Internet. Oui, le site Internet permet de diffuser l'information puis d'accéder au téléchargement du jeu. Mais il y a aussi plusieurs informations destinées pour les étudiants. Juste à titre indicatif aussi, vous voyez un petit robot, là, un bot sur le côté, c'est Copernic, donc qui pose des questions. Donc, si vous êtes un enseignant, il va pouvoir vous rediriger vers
des ressources pour les enseignants, dont Pablo va nous parler tout de suite après. Donc, sur le site, il y a différents éléments qui expliquent pourquoi le jeu sérieux, qu'est-ce qu'un jeu sérieux, quels sont les piliers, les dimensions du jeu. Bien entendu aussi, on parle de la compétence numérique, donc notre contenu d'une certaine façon. Et c'est pas toutes les dimensions de la compétence numérique qui sont touchées par le jeu. Donc, on a par contre des références, des références supplémentaires, des ressources complémentaires sur tous les aspects de la compétence numérique. Donc, si un étudiant est moins bon sur certains aspects ou veut en savoir plus, le site lui offre de l'information. Et comment on peut savoir si on est, plus à l'aise avec certains aspects de la dimension de la compétence numérique ou pas? C'est grâce au tableau de bord. Donc, je l'ai dit tantôt, c'est les mêmes mots de passe que le jeu. Donc, le tableau de bord donne des informations, le nombre de crédits que vous avez, le nombre de parties que vous avez jouées, le nombre d'heures que vous avez passées, etc. Mais il vous donne aussi des données spécifiques sur chacune des dimensions de la compétence numérique. Donc, ça, c'est un peu une jauge là, avec un algorithme. Plus que c'est avancé, plus que vous avez été en contact avec cet aspect de la compétence numérique. Donc, ça vous donne un bon indicateur aussi pour aller plus loin par la suite, là, pour faire un retour dans la vraie vie. Merci, Patrick. Très intéressant. Maintenant, Pablo, est-ce que tu pourrais nous présenter les ressources pédagogiques mises à la disposition des personnes en soutien à l'enseignement? Oui. Oui, Nadia. Mais en fait, dans le site de l'Université du Québec, il y a une section qui est vraiment dédiée au projet du jeu sérieux. Oui, c'est ce qu'on indique ici. Donc, il y a 4 sections principales. Dans une première section, c'est vraiment la présentation générale de la ressource éducative ainsi que des objectifs de la ressource. Ensuite, il y a la partie développer la compétence numérique par les jeux sérieux. Dans cette section, on va expliquer comment et pourquoi développer la compétence numérique, tout en se servant de ces jeux et tout pour rendre plus ludique l'apprentissage. Ensuite, dans la troisième partie, on a une section qui s'appelle intégrer le design numérique dans nos pratiques pédagogiques. Et dans cette section-là, on va se concentrer vraiment sur les personnes qui vont travailler auprès des étudiants. Donc, comme Marie-Michel puis Patrick mentionnait tout à l'heure, il y a les conseillers pédagogiques, il peut y avoir aussi les personnes enseignantes elles-mêmes, les chargés de projets technopédagogiques, toute personne qui aurait un lien direct avec nos personnes étudiantes et qui pourrait guider ces personnes dans l'utilisation du jeu. Et finalement, vous aurez aussi une petite partie là où on va présenter l'équipe qui a travaillé sur ce projet-là. Dans la partie, oui, là on va parler explicitement du guide pédagogique. Le guide pédagogique fait partie de la section qui concernait l'intégration du jeu dans les pratiques pédagogiques. Et dans ces guides pédagogiques, on a voulu segmenter en 2 volets. La première, c'est comment intégrer le design numérique dans mes pratiques pédagogiques. Ça veut dire que là, on va accompagner les différentes personnes en enseignement universitaire dans le soutien qu'ils vont faire auprès des étudiants. Puis dans la deuxième partie, on va donner aussi des ressources et des outils pour développer sa propre compétence numérique en tant que personne enseignante ou en tant que conseiller ou bref, en tant que personne en enseignement universitaire. Donc ces 2 volets-là composent le guide. Dans le premier volet, donc on va encore traiter des aspects comme c'est quoi un jeu sérieux, pourquoi on doit jouer à le design numérique, et ensuite on va présenter 3 grandes étapes pour accompagner les personnes enseignantes ou les personnes en enseignement universitaire pour pouvoir soutenir les étudiants dans l'utilisation du jeu. Et ces 3 sections, ces 3 temps, en fait, c'est l'identification des besoins. Ensuite, le temps 2, c'est vraiment jouer au jeu. Et le 3e, c'est réinvestir tout ce que je peux faire dans les jeux pour mes apprentissages. Et dans la deuxième partie, qui concerne le développement de sa propre compétence numérique, c'est ce qu'on voulait faire, c'est de faire ressortir l'importance de la compétence numérique, non seulement pour les personnes étudiantes, mais aussi pour nos personnes enseignantes, pour les personnes qui vont accompagner nos étudiants
parce que ces gens-là aussi doivent développer cette compétence-là. Et c'est ça qu'on a voulu vraiment présenter puis mettre de l'avant dans cette section-là. Donc, dans l'ensemble du guide, vous allez trouver des nombreuses capsules vidéo, des ressources, des fiches d'accompagnement. Donc, vous verrez que c'est vraiment un guide qui va vous permettre de accompagner l'ensemble des personnes étudiantes qui éventuellement pourraient utiliser les jeux. Et voilà, ça fait le tour du guide. Ben, merci beaucoup, Pablo. Puis juste pour terminer, est-ce que tu aurais un coup de cœur pour les personnes qui nous écoutent présentement là, par rapport à tous ces guides-là pour les enseignants? Un des outils qu'on a développé, sur lesquels j'ai vraiment, j'apprécie beaucoup cet outil-là parce qu'il nous permet d'avoir une vue d'ensemble des différentes dimensions de la compétence numérique et comment ces dimensions-là sont mobilisées dans le jeu. Donc, pour quelqu'un qui va accompagner un étudiant, il peut très rapidement voir comment le jeu permettrait de développer une telle dimension de la compétence numérique. Donc, on donne aussi différents niveaux de mobilisation. Donc, on va dire, est-ce que le jeu permet vraiment un haut niveau de mobilisation de cette dimension-là, ou peut-être qu'il n'est pas présent dans les jeux. Mais ça va faciliter vraiment l'appropriation du jeu, mais ça va permettre aussi d'accompagner plus facilement nos personnes étudiantes. Merci beaucoup, Pablo. Si vous avez surveillé les discussions, ma collègue Véronique a partagé les différents liens pour le guide et le site web de l'UQ. Alors, maintenant que vous avez vu tout cela, est-ce que vous êtes prêts à explorer Odyssée numérique?